l'enfant, il peut réclamer chaque 2 heures, chaque 1 heure de temps. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la pompe? Donc, elle accepte le deuxième bolus, mais elle fait la soustraction de l'insuline résiduelle. Et donc, elle évite le cumul de l'insuline. Donc, également, donc, si l'enfant présente une hypoglycémie, donc, pour le basal bolus, on ne peut pas enlever l'insuline qui a été déjà perfusée. Par contre, là, pour la pompe à insuline, on peut arrêter l'insuline et donc, on arrête la perfusion de l'insuline et donc, l'hypoglycémie, généralement, elle se corrige. En cas, par exemple, d'activité physique, on peut réduire le débit de base immédiatement ou bien le débit de bolus. Donc, on peut le réduire. C'est ce qu'on appelle le débit temporaire. Si l'enfant, par exemple, veut prendre n'importe quoi à n'importe quel moment, donc il introduit la quantité des hydrates de carbone dans la pompe. La pompe, elle calcule la dose de l'insuline nécessaire et elle la perfuse. Donc, il y a pas mal d'avantages et elle est très intéressante pour les nourrissons. Donc, le nourrisson, pourquoi? Parce qu'il mange n'importe quel moment, l'activité physique, elle est irrégulière, donc il peut faire des hypoglycémies, il y a beaucoup d'immaturité des organes et donc il s'adapte à ces conditions des nourrissons. C'est clair pour la pompe ou non? J'entends les réponses des étudiants. Oui, c'est clair. Ok. Une étudiante qui demande quel est le schéma utilisé. Oui, je vais l'expliquer. Très bien. Alors, quel est le schéma le plus utilisé? Donc, c'est le basal bolus. Avant, c'était le conventionnel parce qu'on avait peur que l'enfant ne peut pas faire 4 à 5 injections par jour et du coup, on a gardé le conventionnel longtemps. Donc, puis on a passé au basal bolus. Basal bolus, c'est le plus adapté, surtout pour les adolescents, mais même pour les enfants d'âge scolaire. Et actuellement, on l'utilise également pour les nourrissons, mais à condition d'avoir quelqu'un derrière l'enfant pour qu'il fasse les injections correctement. Il ne faut pas rater les injections et il ne faut pas manger, grignoter en dehors des repas, du repas c'est-à-dire des repas en dehors des repas principaux et en dehors des moments d'injection de l'insuline. C'est ça qui perturbe l'équilibre métabolique chez les malades sous basal bolus. Donc, sinon, c'est le schéma le plus adapté. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc pour le conventionnel, on le garde pour c'est-à-dire les petits nourrissons où les mamans refusent de faire 4 à 5 injections malgré qu'il n'est pas adapté. Et on le garde pour les petits enfants, peut-être d'âge scolaire, qui passent toute la journée à l'école, où il n'y a personne pour faire les injections à l'école. Donc, on le garde dans ces situations. Sinon, pour les autres, on préfère le basal bolus. La pompe à insuline, elle est indiquée beaucoup plus pour les nourrissons. Donc, mais malheureusement, n'est pas remboursable. Et ça coûte très cher. La pompe elle-même, c'est presque 45 à 48 millions. Et le consommable coûte à peu près 3 millions par mois. Il n'est pas remboursable. Donc, si on considère que tous les malades, tous les nourrissons ont l'assurance, c'est-à-dire ont les capacités de faire la pompe, donc c'est le meilleur schéma. Dans le cas contraire, il y a des malades qui font le conventionnel, il y a des malades à qui on propose le basal bolus, mais reste la pompe à insuline est le meilleur schéma. Pour les adolescents, donc le meilleur schéma, c'est le basal bolus, mais attention à l'oubli des insulines et attention au grignotage. Et pour la pompe à insuline, donc il y a des adolescents qui préfèrent ça, il y a des adolescents qui ne préfèrent pas la pompe parce que c'est quelque chose qui est très visible pour eux et c'est encombrant et pour eux, c'est un rappel automatique qu'il est diabétique, donc ils n'acceptent pas ça psychiquement. Donc pour les enfants d'âge scolaire, donc le meilleur c'est le basal bolus si les conditions sont favorables. Dans le cas contraire, on peut faire le conventionnel, mais attention, mais à condition d'être très attentif par rapport aux horaires des repas et la quantité des hydrates de carbone qu'ils mangent. Donc, je réponds également à la question de la dernière fois. Est-ce qu'on peut jeûner ou non?
Donc, je vous laisse la réponse à vous. Donc, si on fait une basale qui bloque la production endogène de glucose, que ce soit par la pompe ou bien par le basal bolus, donc ça couvre les besoins de base sur les 24 heures. Donc, avant de manger, c'est-à-dire avant de prendre le ftor ou bien sahur, on fait un bolus de la rapide, que ce soit par les stylos ou bien par la pompe. Est-ce que c'est faisable ou non, à votre avis? Oui, donc oui, ouais, non, c'est faisable, oui. Pour la personne qui a répondu non, est-ce qu'elle peut m'expliquer pourquoi? Non, c'est faisable, oui. On change temps d'injection, c'est tout. Voilà. S'il vous plaît, la personne, Safa, je ne sais pas comment, donc est-ce qu'elle peut me dire pourquoi, elle peut prendre la parole et me dire pourquoi, tu es libre de donner ton point de vue et j'ai le droit de comprendre ce que vous pensez pour corriger tes idées, s'il vous plaît. Il y a des auteurs également, il y a des profs à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale qui disent non, et il y a des gens qui disent oui. Moi, je suis parmi les gens qui disent oui. Mais je veux savoir ton point de vue, s'il te plaît, Safa. Rapidement, s'il te plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Hidaya? Allô? Oui, docteur. Oui. Oui, Est-ce qu'elle a le courage de nous expliquer pourquoi elle a dit non? franchement, c'est pas ça. Ah, vas-y. Hein? Je ne sais pas, franchement. Euh, Alors, Maintenant. oui? Je ne sais pas, on n'a pas activé son micro, on n'a rien dit, donc. D'accord. Alors, donc moi, c'est-à-dire, je suis pour le jeûne, mais à condition d'avoir les conditions favorables. Théoriquement, oui. C'est-à-dire, on a une basale qui couvre les 24 heures, on a un blocage de la production endogène de glucose. Donc, avant chaque repas, avant le dîner, c'est-à-dire, on calcule la dose des hydrates la quantité des hydrates de carbone, on injecte la dose de l'insuline nécessaire. Donc, si on veut prendre également la soirée, c'est-à-dire des sucreries, là, il n'y a pas de problème, mais il faut respecter l'intervalle de 3h30. Par exemple, si on prend le ftar à 20 heures, donc à 23h30, on peut prendre quelque chose à 23h30 après Tarawih, par exemple. Puis à 3h30, donc on peut prendre, ça fait 3 heures d'intervalle, on peut prendre notre sahur et faire la dose de l'insuline. La condition, c'est quoi? C'est de connaître bien la quantité des hydrates de carbone parce que au mois de Ramadan, l'alimentation, elle est un peu différente, elle est plus grasse et elle est très sucrée. Donc, on essaye c'est-à-dire on doit connaître la composition exacte et on doit connaître le calcul des hydrates de carbone. Comme ça, on injecte la dose de l'insuline nécessaire et sans faire des hyper ou des hypoglycémies secondairement. Également, donc il faut avoir une dose de l'insuline basale bien adaptée aux besoins de l'organisme pour éviter les hyperglycémies et les hypoglycémies durant la journée. Sinon, c'est comme si on a inversé. Donc, les 3 repas qu'on mange la journée, on les mange la nuit à 8 heures, à minuit et à 3h30. Et voilà, et la journée, on mange rien. C'est presque la même chose, mais c'est inversé, franchement. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent non, un diabétique, il ne peut pas supporter. De toute façon, si un diabétique, il fait une hypoglycémie, il interrompt son jeûne, il n'y a pas de problème. S'il fait une hyperglycémie, il peut injecter une dose d'insuline de correction. Il peut corriger cette hyperglycémie. Moi, je suis particulièrement d'accord pour ce principe. Je l'ai essayé avec beaucoup d'adolescents diabétiques et ça a marché. Donc, il y a des adolescents qui font 40 tout le mois, il y a des adolescents qui font 20 jours, il y a d'autres qui font 15 jours. De toute façon, c'est faisable, mais ça dépend de la capacité de l'enfant. C'est à lui de dire, est-ce que je peux le faire tout le mois ou quelques jours? C'est à lui de voir. Mais pour le principe, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc, pour la personne qui a dit non, envoyez un petit SMS pour dire, ouais. La durée d'action, tu as la rapide 3h30 à 4h. L'effet de la rapide dure 3h30. Après 3h30, on prend un repas ou quoi. On ne peut pas la prendre avant. On change le temps d'injection. Après 3h30, on prend un repas ou quoi? Après 3h30, donc si vous voulez prendre un repas, oui, vous prenez le repas et vous faites l'injection. Si vous ne voulez pas prendre, il n'y a pas de problème. L'essentiel, vous n'avez pas le droit de prendre un repas dans les 3h30. Au-delà, si vous voulez manger, vous mangez, vous faites l'injection de l'insuline. Si l'enfant ne veut pas manger, il ne mange pas, il ne fait pas d'injection de l'insuline, il y a toujours la basale qu'il couvre. Dans le schéma basal bolus, l'enfant, est-ce qu'il peut manger à 16h sans lui faire l'injection? C'est à toi de me dire est-ce que oui ou non. S'il mange sans faire l'injection de l'insuline, le sucre qu'il a pris, il reste au niveau sanguin et donc on provoque une hyperglycémie. Si on injecte de l'insuline, on pénètre le glucose ingéré en intracellulaire. Voilà, donc ça c'est clair. On n'a pas le droit de prendre un repas sans faire l'injection de l'insuline parce qu'on n'a pas de l'insuline endogène qui contrôle la glycémie. Donc, il faut toujours, c'est-à-dire si on mange, il faut toujours mettre de l'insuline pour ne pas garder le glucose en intravasculaire. Voilà, donc je passe. Voilà, donc c'est le chapitre le plus important. Pour le reste, c'est facile. Donc, la diététique, l'enfant, il doit manger. Pardon, docteur. Oui. Avant de passer, il y avait une question qui demandait, il y avait une étudiante qui demandait, mis à part le coût élevé de la pompe d'insuline, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients? Oui. Alors, il y a d'autres inconvénients, oui, mais c'est-à-dire le coût, ce n'est pas un inconvénient, c'est un obstacle. Mais pour les inconvénients, c'est-à-dire pour les diabétiques, surtout les adolescents, c'est un rappel automatique que tu es diabétique. C'est-à-dire pour quelqu'un qui porte la pompe, donc il y a toujours… D'abord, le diabète, c'est une maladie qui se colle trop aux diabétiques. C'est une maladie qui est difficile sur le plan psychologique parce que c'est un rappel automatique et tu n'es pas comme les autres. Donc, s'il veut manger, il doit penser à son diabète. S'il veut dormir, il doit prendre sa glycémie parce qu'il risque de faire une hypoglycémie nocturne. Donc, c'est un rappel automatique. S'il veut courir, s'il veut jouer, donc il doit prendre d'abord sa glycémie parce qu'il risque de faire une hypoglycémie dehors. Donc, s'il veut manger quoi que ce soit, il doit se rappeler qu'il est diabétique. S'il veut aller à la fête, au voyage, n'importe quoi, il doit se rappeler qu'il est diabétique. Donc, il y a un rappel permanent qu'il est diabétique et qu'il doit prendre ses précautions. Donc ça, c'est déjà si lourd sur le plan psychologique et surtout chez les adolescents. Donc, et si on a en plus quelque chose d'objectif qui nous dit que tu es diabétique, donc c'est lourd sur le plan psychologique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adolescents qui refusent ça. Donc, deuxième problème, c'est que, c'est-à-dire c'est encombrant. Donc, au début, peut-être avec le temps, il s'habitue, mais au début, c'est encombrant. Donc, il dort plus ou moins difficilement. Il y a quelque chose à au-dessus de lui voilà, donc il dérange un peu, surtout la nuit. Donc, la troisième des choses, c'est pas très visible, mais ça dérange un peu. Donc, pour la troisième des choses, c'est, je vous ai dit qu'il y a le cathéter. Donc, il y a ce cathéter, donc il risque d'être infecté. Donc, il faut le changer chaque 3 jours. Donc, sinon, il y a le risque d'infection. Et il y a également la tubulure qui risque d'être bouchée. Et donc, si elle se bouche, elle provoque une cytose rapidement. Voilà. Donc, il y a des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes techniques. Donc, il y a le risque d'obstruction. Donc, il y a le risque de surinfection. Il est encombrant. Et il est lourd, c'est-à-dire c'est un rappel à cas psychique que l'enfant il est diabétique et c'est pas bien pour les adolescents. Voilà. C'est bon? Ok. Alors, donc pour l'alimentation, donc je reviens sur la question de la dernière fois. Est-ce qu'on peut faire un régime cétogénique,
on n'a pas le droit parce qu'on doit apporter à l'enfant une quantité calorique nécessaire pour sa croissance qui est 1000 kilocalories. Ça, c'est fixe pour tous les enfants. Et on rajoute 6000 kilocalories, 100 kilocalories par année d'âge et par jour. Si vous avez un enfant, par exemple, qui est âgé de 10 ans, donc on doit lui donner 1000 kilocalories plus 100 kilocalories fois 10. Ça fait 1000 plus 1000, c'est 2000 par jour. Donc, cette quantité des hydrates de carbone, donc, elle est obligatoire pour chaque enfant pour assurer une croissance normale. Et l'alimentation, elle doit être équilibrée, c'est-à-dire cette quantité des hydrates de carbone, on doit la répartir sur les glucides, les lipides et les protéines. 55% glucides d'absorption lente à intermédiaire, donc 30% lipides et 15% protéines. Et la répartition journalière, elle dépend du schéma thérapeutique. Si le malade est sous schéma conventionnel, on donne 30% de la ration calorique à midi et à 20h, c'est-à-dire au déjeuner ou au dîner, et 15% au petit-déj et à la collation de 10h et 10% à 16h. Donc, si le malade est sous basal bolus, donc on doit donner 35% de la ration journalière au déjeuner et au dîner, 20% au petit-déj et 10% à la collation de 16h. Bien. Donc, l'alimentation, elle doit être équilibrée. Comment déterminer cette répartition? Ça, c'est le travail de la diététicienne. Donc, pour notre diététicienne, par exemple, moi, je l'ai bien formée et donc, elle calcule pour chaque tranche d'âge c'est-à-dire la quantité des hydrates de carbone, la calorie, la ration calorique nécessaire. Elle fait la répartition. Donc, elle a fait carrément des fiches pour chaque tranche d'âge et donc, c'est devenu très fluide et très facile. Voilà, donc pour l'activité physique, elle n'est pas contre-indiquée chez les diabétiques. Au contraire, elle fait partie du traitement et vous n'avez pas le droit de délivrer les certificats de dispense de sport aux enfants diabétiques, s'il vous plaît. Donc, au contraire, il faut les encourager à le faire. Donc, il y a quelques activités physiques très rares qu'il faut éviter, comme plongée sous-marine et l'alpinisme, parce que on risque de faire des hypoglycémies graves dans des endroits un peu dangereux. Donc, il ne faut pas également y faire l'activité physique temporairement si on est en cétose ou là, si le malade il est en hypoglycémie ou là, une hyperglycémie très importante. Là, c'est une contre-indication relative, mais pour le reste, c'est autorisé. Au contraire, ça doit faire partie du traitement de l'enfant. Mais, donc, il faut prendre des précautions avant, des précautions durant l'activité physique et après l'activité physique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, de préférence, il faut faire une activité physique bien régulière, programmée pour bien se préparer, quoique ce n'est pas le cas pour tous les enfants, surtout pour les tout petits, les nourrissons. On ne peut pas dire un petit nourrisson, tu n'as pas le droit de marcher ou là, tu n'as pas le droit de monter les escaliers ou là, de jouer qu'à 15 heures. On n'a pas le droit de dire ça. Donc, on s'adapte à l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Donc, avant l'activité physique, il faut bien choisir l'endroit où il faut faire l'injection. On n'a pas le droit de faire l'injection au niveau des cuisses si l'enfant, il va faire un foot. Donc, on n'a pas le droit de faire l'injection au niveau des bras si l'enfant va faire le basket parce que ce sont des endroits qui vont être sollicités durant l'activité physique et donc on risque d'avoir une diffusion rapide de l'insuline et donc le risque d'hypoglycémie. Donc, avant également, il faut réduire la dose de l'insuline ou bien adapter la dose de la quantité des hydrates de carbone. Donc, soit on réduit la dose d'insuline, soit on rajoute les hydrates de carbone pour éviter l'hypoglycémie. Durant l'activité physique, il faut informer le responsable, l'entraîneur ou bien le responsable de l'activité physique. Il faut informer également un ou deux camarades. Comme ça, c'est l'enfant, il fait une activité physique, il ne fait pas attention, peut-être à ses signes. Il y a d'autres enfants qui peuvent attirer l'attention des responsables, mais sans intimider l'enfant, sans voilà, faire beaucoup de limitations à l'enfant pour ne pas, c'est-à-dire ne pas le complexer sur le plan psychologique. Donc, autre chose, après l'activité, si l'enfant il n'a pas programmé son activité physique, brutalement il décide de faire son sport, là, il peut prendre un petit jus ou là, des sucres d'absorption rapide pour éviter l'hypoglycémie. Et après l'activité physique,
l'enfant, il garde toujours le risque d'hypoglycémie et donc on doit surveiller l'enfant au moins 8 heures après le sport et on peut réduire également la dose de l'insuline qui suit le sport, qui suit l'activité physique. Qu'est-ce qu'elle fait l'activité physique au niveau de l'organisme? Donc, elle augmente la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire augmente la sensibilité des cellules. Par exemple, une unité d'insuline fait pénétrer des grammes de glucose en intracellulaire. Si on fait une activité physique, l'unité, elle peut faire pénétrer 20 grammes de glucides en intracellulaire et donc, avec une petite dose d'insuline, donc on peut avoir une glycémie correcte et c'est pour cela il faut réduire la dose de l'insuline ou bien on augmente la quantité des hydrates de carbone et cette diminution de la dose de l'insuline ou l'augmentation de la quantité des hydrates de carbone, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la durée de l'activité physique et de l'intensité de l'activité physique. Voilà, donc voilà, on a parlé c'est-à-dire des principes de la prise en charge. Donc, on a parlé de l'insulinothérapie surtout, de l'alimentation et de l'activité physique. Et tout ça doit être encadré par l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'éducation? C'est-à-dire on doit transmettre le savoir aux enfants diabétiques et à leurs parents. Tout ce que je vous ai expliqué depuis la dernière fois, donc, c'est quoi le diabète? Qu'est-ce qu'il fait l'insuline à l'état physiologique? Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'insuline physiologique? C'est quoi l'explication de tel ou tel signe? Pourquoi on a tel ou tel signe? Comment on confirme le diabète? Comment on conserve l'insuline? Comment il faut faire les injections? Le système de rotation? La dose de l'insuline? Quelle est l'insuline responsable? La durée d'action de chaque insuline? L'intervalle? Le pic d'action? Quand est-ce qu'on prend la collation? Quels sont les objectifs glycémiques? Quel est le chiffre de l'hémoglobine glycée qu'on doit avoir à 3 mois? C'est quoi l'hémoglobine glycée? Pourquoi il doit être bon? Les signes de l'hyper, les signes de l'épouse, qu'est-ce qu'on veut dire par la cytose, les complications, tous ces renseignements, on doit les transmettre à l'enfant diabétique et à ses parents, mais attention, on n'utilise pas le même langage. Moi, j'ai utilisé un langage adressé aux futurs médecins, mais quand on parle aux diabétiques et à leurs parents, on doit utiliser un langage adapté à un enfant malade. Donc, un enfant à qui on déclare changement de mode de vie d'une manière très brutale et à ses parents qui n'acceptent pas ça. Donc, il faut vraiment utiliser, c'est-à-dire des moyens très diplomates. Il faut prendre en charge bien le côté psychologique de l'enfant. Il faut essayer de dédramatiser. Il faut essayer de positiver. Donc, puis, ça sur le plan psychologique. Puis, c'est-à-dire, on n'adresse pas le même langage à un enfant de 5 ans à lui de 15 ans. Donc, on n'utilise pas le même langage pour les différentes tranches d'âge. Pour une maman universitaire et maman analphabète, on ne parle pas de la même manière. Pour quelqu'un qui peut prendre en charge son fils à l'étranger, pour quelqu'un qui n'a pas même pas ce qu'il peut, c'est-à-dire le minimum de la vie, c'est pas la même chose. Pour le premier, on parle de la pompe, on parle des capteurs, et pour le deuxième, on parle peut-être de conventionnel ou bien des basal bolus. On s'adresse aux associations pour l'aider un peu. Voilà, donc il faut vraiment s'adapter à l'âge de l'enfant, au niveau intellectuel des parents, à la phase de la maladie. Pour quelqu'un à qui on vient de déclarer le diabète, on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui est diabétique depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas la même chose. On n'a pas le droit de parler d'emblée des complications pour quelqu'un à qui on déclare le diabète. Par contre, on peut parler un peu des complications pour quelqu'un qui est diabétique depuis déjà des années. Donc, il faut être très intelligent et diplomate dans l'éducation, donc il faut la faire correctement, c'est-à-dire il faut se mettre à la place de l'enfant diabétique pour faire les choses correctement, sinon si on fait juste ça pour le faire, ça ne marche pas. Donc il faut le faire en s'imaginant à la place de l'enfant diabétique pour être capable de convaincre l'enfant et ses parents. Donc, c'est une maladie qui est facile, gérable, mais à condition d'être bien équilibrée sur le plan psychologique. Donc, c'est ça la clé d'une prise en charge d'un enfant diabétique. Par exemple, moi, quand je déclare le diabète, je leur dis, voilà, donc, moi, je te dis que tu es diabétique, mais avant de dire tu es diabétique, tu dois savoir qu'est-ce que ça veut dire
tu es diabétique. C'est-à-dire que le bon Dieu, il t'a choisi parmi tous ces enfants pour faire un de ses travaux. Et pourquoi il t'a choisi toi? Parce qu'il te fait confiance. Et pourquoi il te fait confiance? Parce que tu es un enfant différent, intelligent, parfait, et donc le bon Dieu, il t'a choisi. Et je leur dis, quand le bon Dieu, il a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre son message, parce qu'il lui fait confiance, parce que c'est le préféré, et il t'a choisi toi, parce que tu es le préféré par rapport à tes collègues, à tes frères, à tes sœurs, tu es le plus intelligent, et vous êtes la personne où le bon Dieu, il t'a fait confiance. C'est pour ça qu'il t'a donné une mission à faire. C'est pas une punition. Donc, il t'a donné une mission à faire qui est le travail de l'insuline, le travail du pancréas. Son pancréas est plus ou moins fatigué, donc il t'a choisi toi pour faire son travail. Et je leur dis, à l'école, par exemple, c'est-à-dire que vous êtes le premier à l'école, l'enseignant, il t'apprécie bien parce que vous êtes l'enfant le plus excellent. Et donc, le jour où il tombe malade, le jour où il se sent fatigué, il te choisit toi pour faire son cours. Est-ce que tu considères ça comme une punition ou là, au contraire, c'est une valorisation? Ils répondent généralement, c'est une valorisation. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait quand l'enseignant il nous choisit, nous, pour faire son travail? Donc, on est très fiers, on essaie de faire le maximum pour satisfaire l'enseignant et pour faire le travail correctement. Voilà. Donc là, parce que l'enseignant, on le voit. Le bon Dieu, on ne le voit pas. Mais lui, il nous voit et il nous a choisis. Donc, on doit faire, il nous a choisis pour faire son travail. On va essayer de faire le maximum pour satisfaire le bon Dieu et pour faire le travail correctement. Et soyez sûr que le bon Dieu, donc peut-être l'enseignant, il va te donner un petit cadeau, mais le bon Dieu, il va nous donner 10 cadeaux d'une manière permanente dans la vie. Il nous garde un très bon cadeau une autre fois à nous et à nos parents. Donc, voilà, donc moi, je te félicite, Anna, je leur dis, je te félicite parce que tu es le préféré, parce que tu es choisi. Et donc, on est là pour travailler et on commence avec une bonne volonté et il ne faut pas, c'est-à-dire, voir le côté négatif des choses. Et généralement, croyez-moi que ça marche très, très bien. Et voilà, donc après, on commence l'éducation. Par contre, si on commence, c'est quoi l'insuline? Qu'est-ce qu'elle fait l'insuline? On n'accepte pas. Mais si on commence comme ça, puis on commence, voilà, donc le bon Dieu, il nous a donné tous les moyens, donc l'insuline, le glycomètre, le médecin, le parent, et vous êtes là juste pour appliquer. Moi, je suis avec toi, tes parents également, on va faire répartition des tâches, toi, voilà ce qu'il faut faire, donc voilà ce que je dois faire moi, qu'est-ce qu'elle doit faire la maman, qu'est-ce qu'il faut faire, doit faire le papa, les frères et les sœurs, et c'est toi le gagnant si on arrive à faire chacun son travail. Et comment savoir que tu as fait un bon travail? Si on trouve que la glycémie préprandiale à combien, la glycémie postprandiale à tel chiffre, là, vraiment bravo, donc tu as fait un bon travail. Et chaque 3 mois, on doit mesurer une hémoglobine glyquée. Si on la trouve inférieure à 7 ou l'inférieure à 6, ça dépend des objectifs. Donc, tu es bien et on te donne des petits cadeaux. Moi, je leur donne des petits cadeaux à chaque fois, donc pour les encourager. Et les parents également, je conseille les parents à leur donner des petits cadeaux de temps en temps pour encourager les enfants. Et voilà, et je leur dis, c'est normal que de temps en temps, ça affaiblit, on lâche un peu, mais dès que vous sentez que voilà qu'il n'y a plus de volonté, vous pouvez m'appeler pour renouveler la motivation et pour revoir les choses. Et voilà. Donc, et puis, je leur dis qu'à chaque fois qu'on fait l'injection de l'insuline, donc il faut savoir que le bon Dieu t'a marqué déjà un poids positif, il a marqué un poids positif. Chaque fois qu'on prend de glycémie, il y a un poids positif chez le bon Dieu. Tu imagines dans la journée, donc au lieu de penser qu'on a fait 5 injections et 6 ou la 10 glycémies par jour et c'est pénible et c'est douloureux et pourquoi moi et pas les autres et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, je leur dis, donc il faut penser autrement, il faut dire voilà, donc le bon Dieu il m'a marqué aujourd'hui 10 points positifs pour les glycémies, 10 points positifs pour les injections, 10 points positifs parce que j'ai respecté mes repas, 10 points positifs parce que voilà, donc j'ai fait que du bien pour moi et pour l'insuline et donc tu termines ta journée avec au moins 50 points positifs, donc il n'y a pas mieux que toi. Voilà. Et en même temps, peut-être ils comprennent difficilement ça parce que c'est subjectif. Donc, on leur donne des petits gadgets, comme ça, des petits certificats
des petites attestations, des petits gadgets, voilà, donc des petits cadeaux, des sorties, voilà, chaque fois il y a des pour maintenir la motivation. Mais croyez-moi, c'est la prise en charge psychologique et l'éducation correcte et sincère, c'est la clé d'une prise en charge correcte des diabétiques. Bon, mais pour faire juste transmettre l'information comme ça et donner des ordres et des instructions et critiquer l'enfant s'il ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'il de détruire encore l'enfant diabétique et ses parents. Voilà. Donc, pour voir est-ce qu'on a fait un bon travail ou non, donc on doit faire au moins 6 glycémies par jour. La chimie, c'est pas la peine, sauf si on trouve que la glycémie dépasse 2 grammes à la recherche de l'acétone. Bien, donc et à chaque consultation, au début, on les voit chaque mois, puis chaque 3 mois. Donc, la consultation, normalement, doit se faire d'une manière multidisciplinaire et on doit voir l'enfant et ses parents. Elle doit être assurée par un médecin diabétologue pédiatre qui maîtrise bien la diabéto. Donc, par une diététicienne et psychologue, vraiment, c'est les pierres angulaires de la prise en charge. Donc, l'infirmière, pas beaucoup. Donc, on peut faire le travail sans elle. Mais diététicienne, le psychologue, vraiment, moi, je fais le travail de la psychologue, la diététicienne. Elle le fait correctement, le psychologue, on le fait nous, mais j'aimerais bien avoir une bonne psychologue qui fait un bon travail avec les diabétiques. Donc, voilà, il faut bien discuter. C'est-à-dire, il y a des médecins qui renouvelent juste les ordonnances, qui donnent juste, c'est-à-dire qu'ils voient juste l'hémoglobine glycinant. Donc, il faut bien discuter, il faut voir c'est quoi le problème des enfants. Donc, il faut se rappeler que c'est un enfant devant une maladie chronique astreignante. Donc, à chaque fois, il faut renouveler la motivation, il faut chercher ses contraintes et il faut essayer de l'aider au maximum. L'assistante sociale également, elle joue un rôle important, surtout pour les enfants qui n'ont pas d'assurance sociale, les enfants pauvres qui ne peuvent pas faire des bilans, voilà, qui ne peuvent pas acheter les bandelettes. L'assistante sociale doit jouer vraiment un rôle important. Et également pour les adolescents qui quittent l'école, qui ne trouvent pas ce qu'il faut faire. Elle doit jouer normalement un bon rôle, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'assistantes sociales. Voilà. Alors, donc, pour le médecin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit examiner l'enfant, il doit examiner le carnet et il doit examiner le bilan. Donc, pour l'enfant, il doit prendre son poids et sa taille. Donc, il doit interpréter sa croissance. Si on trouve qu'il est obèse, on doit faire attention. On doit donner des conseils par rapport au régime. Peut-être qu'il mange beaucoup des hydrates de carbone. Donc, le contraire, s'il est maigre, on doit revoir son alimentation. Il faut rechercher également s'il n'a pas d'autres maladies auto-immunes associées. Donc, il faut rechercher également le stade pubertaire, tout en sachant qu'un diabète déséquilibré, il peut retarder la puberté. Donc, il faut examiner les endroits de l'injection pour rechercher la lipodystrophie et donner à chaque fois des conseils par rapport les rotations et par rapport les aiguilles. L'examen bucco-dentaire, on insiste à chaque consultation sur l'intérêt de brossage des dents et l'intérêt de voir un dentiste chaque 6 mois. Et voilà. Et pour les filles également, on doit rechercher une vie vide qui constitue une complication très fréquente. On doit insister à chaque fois sur l'intérêt d'hygiène et l'intérêt de changer les sous-vêtements et de respecter les conditions d'hygiène nécessaires. Donc, après avoir examiné l'enfant, on passe au carnet. Donc, on va voir d'abord est-ce que l'enfant écrit ses glycémies ou non. Donc, est-ce que les glycémies écrites sont correctes ou non? Parce qu'il y a des enfants qui mettent n'importe quoi sur le carnet 0,80. Ils répondent vraiment aux objectifs. 0,80, gramme 40, 1 gramme 50, des fois quelques hypos, rarement hyperglycémie, mais souvent des glycémies parfaites. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Si vous trouvez qu'un adolescent, qu'un enfant, il met des fausses glycémies sur son carnet, donc s'il vous plaît, donc il ne faut pas le critiquer. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il met sur le carnet sont des glycémies souhaitées par lui. Donc, il souhaite avoir ces glycémies, mais il n'arrive pas à les avoir.
Et donc, pour ne pas vous décevoir, vous le médecin, pour ne pas décevoir sa maman, donc il essaye de mettre les glycémies idéales qu'il souhaite lui-même à les avoir et qui n'arrive pas à les avoir. Donc, il faut jamais le critiquer, il faut jamais, peut-être il y a des médecins qui déchirent le carnet, qui disent il faut revoir, donc tu es menteur, donc il faut revenir dans une semaine avec des vraies glycémies, ça traumatise énormément. Donc moi, quand je vois ce genre de glycémie, je comprends que l'enfant essaye mais il n'arrive pas. Et généralement, vous trouvez une discordance entre les glycémies et l'hémoglobine glyquée. Vous trouvez que les glycémies sont correctes d'après lui. Par contre, l'hémoglobine glyquée, elle est supérieure aux objectifs. Donc, je leur dis, voilà, je comprends. Donc, ce sont des glycémies souhaitées par toi et par moi. Donc, nous, on doit avoir les moyens pour réaliser ses rêves. Et c'est faisable, c'est pas très difficile. On n'a pas pu sans leur dire les glycémies sont fausses. Donc, pour arriver à ces glycémies, donc on n'a pas réalisé quelques conditions. Donc, il faut donner la main. Donc, tu peux pas les faire toute seule. Donc, il faut faire participer les autres membres de la famille et moi-même. Tu nous donnes l'occasion pour vous aider pour réaliser ces objectifs. Voilà, donc tu me dis exactement c'est quoi ton problème, pourquoi tu ne fais pas ces injections, pourquoi tu manges à n'importe quel moment, c'est quoi ton problème à l'école, c'est quoi ton problème à la maison. Donc, et moi, je vais répartir les tâches sur toi, sur ta maman, sur moi-même, et on essaye de vous aider pour avoir, Inch'Allah, je garde ces glycémies, mais la prochaine fois, je veux avoir les mêmes glycémies, mais d'une manière réelle. Et généralement, je trouve d'abord un petit sourire, puis il commence, puis un éclat de pleurs. Et voilà, généralement, il commence à raconter ce qui se passe, quels sont ses obstacles. Et voilà, et là, on essaye de trouver des solutions à chaque obstacle psychologique. Et on essaye de faire participer les parents pour l'aider. Et je leur donne, je fais 3 propositions. Soit on t'hospitalise pour t'aider à 100%, soit on te laisse chez toi et tu m'appelles avant chaque injection ou bien chaque jour, soit je te laisse chez toi et tu reviens à la consultation une fois par semaine et progressivement, tu me dis exactement là où il y a des obstacles et on essaye de corriger les problèmes progressivement. Et je vous ai dit la dernière fois, on n'a pas le droit de passer d'une hémoglobine glyquée, par exemple, 11 à 6. Donc, je leur dis, cette fois-ci, on a par exemple 11% d'hémoglobine, c'est pas grave. La prochaine fois, on fixe un objectif à 9. Et voilà qu'est-ce qu'on doit avoir comme glycémie. Puis, donc, si on a un problème en matière d'injection, donc je passe cette mission à la maman. Donc, si tu as un problème par rapport à l'alimentation, on passe le problème au papa, par exemple. On répartit les tâches. C'est-à-dire, je participe moi-même, les parents, l'enseignant, pour régler son problème. Et on trouve de temps en temps des rechutes. Mais c'est ça la diabétologie pédiatrique, c'est d'accompagner les enfants pour régler son programme d'une manière continue. Voilà, et on trouve des résultats favorables, franchement. Hein. C'est-à-dire, en utilisant cette méthode, généralement, les résultats sont très favorables. Et après, on passe à l'hémoglobine glyquée, on leur dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la moyenne de l'hémoglobine, de la glycémie dans les 3 mois, c'était, voilà, mais c'est pas trop tard, on n'a pas encore des complications, on recommence à 0. Voilà, donc, voilà, on oublie tout ce qui s'est passé, on commence à partir d'aujourd'hui à avoir une qualité de vie correcte, une alimentation régulière, des injections correctes, un petit sourire et voilà, on va modifier les choses progressivement, Inch'Allah. Si tu trouves des obstacles psychologiques, tu m'appelles. Voilà. Et on règle progressivement, puis on cherche si l'enfant il a quelques signes de maladie auto-immune, thyroïdite, maladie cœliaque ou autre, on demande les bilans nécessaires et voilà, et on le contrôle. Bien. Donc, voilà ce qu'on veut dire par une prise en charge d'un enfant diabétique. C'est une maladie chronique, très lourde sur le plan psychologique, sur l'enfant lui-même et sur ses parents. On peut la rendre très facile si on est bien psychologiquement, mais pour être bien psychologiquement, il faut avoir une prise en charge multidisciplinaire, très sincère, par un personnel qui est bien encadré et qui est très honnête dans sa prise en charge.
On choisit le schéma adapté aux conditions de l'enfant et de ses parents. Et on doit faire une éducation intensifiée et c'est-à-dire positive et ne pas oublier l'encadrement psychologique de l'enfant et de ses parents. Voilà. Tout ça, alors, tout ça, c'est pour éviter les complications dégénératives. Pour éviter, pardon, les complications à court terme et à long terme. Qu'est-ce que je dois faire, Hidaya? Donc, je passe au deuxième cours pour partager l'écran, c'est ça? Exactement. C'est bon? Partagez juste. C'est partagé, non? C'est bon? Exactement, oui, oui, on vous suit. Les Voilà. complications du diabète. Ouais. Alors, donc, pour les complications, donc, on doit éviter, donc, on doit faire tout ce travail pour éviter les complications aiguës, les complications dégénératives. Chez les enfants, on ne voit pas beaucoup de complications dégénératives, c'est beaucoup